Je m'appelle Léonce Moussavi et je suis le formateur francophone du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, au programme de formation du parrainage des réfugiés, PFPR en sigle. Je suis accompagné de ma collègue Lydia, qui est basée à Toronto et qui est la coordinatrice des programmes de formation sur le parrainage privé des réfugiés. Et quel est l'ordre du jour pour ce soir? L'objectif principal de cette séance est de vous présenter le nouveau document d'IRCC portant sur les exigences après l'arrivée pour le parrainage privé, pour que vous sachiez quel type de renseignements s'y trouve et que vous sachiez comment vous en servir et quand consulter. On va d'abord vous présenter les objectifs du document et vous donner un aperçu de son contenu. On attirera votre attention sur certains points précis qui sont particulièrement importants et on vous rappellera certaines obligations clés. Mais on n'entrera pas dans les détails du document. Vous pourrez consulter le document à votre loisir. Et en fin de la séance, nous allons avoir du temps pour vos questions. Le document donc, dont on va parler aujourd'hui, il s'appelle Exigences après l'arrivée pour le parrainage privé. Il a été publié sur le site web d'IRCC le 10 octobre dernier. C'est un récent document. Alors pour les CEP, il vous a été envoyé par courriel. Il nous a été envoyé par courriel le 31 août, lorsque vous avez reçu votre nouvelle entente de parrainage et vos résultats à l'évaluation organisationnelle. Donc, il est très important, ce document, parce que c'est le premier document complet qui explique en détail les attentes d'IRCC en ce qui concerne les types de soutien que les parrains doivent fournir aux personnes parrainées et comment et à quel moment ils doivent le faire. Alors, ce document, il comporte des renseignements sur le type de soutien que vous devez fournir aux personnes parrainées dans les différentes situations qui pourraient survenir après leur arrivée au Canada. Il comporte des réponses à des questions que vous vous êtes préalablement ou probablement posées. Alors, ce document nouveau, mais les exigences qu'il contient ne le sont pas. La majorité des obligations décrites dans le document se trouvent déjà éparpillées dans plusieurs documents différents, dont les guides d'IRCC et la foire aux questions concernant le soutien financier après l'arrivée. Ce document les rassemble toutes en un seul endroit. Mais certaines de ces obligations n'avaient jamais auparavant été décrites sur papier sur IRCC. Le document donne également certains conseils et pratiques exemplaires. Alors, ce document, il est très nouveau. C'est un guide de 2023 qui regroupe et clarifie les exigences existantes, mais qui se retrouve dans plusieurs formulaires et guides, y compris les questions fréquemment posées sur le soutien financier dans le cadre du programme de parrainage privé des réfugiés. Il comprend plus de détails sur les exigences pour combler les lacunes dans le domaine comme les délais de prestation des services de soutien et le guide exigences après l'arrivée pour le parrainage privé et se concentre sur ce que doit être fourni et à quel moment. C'est ça la grande importance de ce document.
Alors, ce document il a plusieurs exigences et donc il a plusieurs fonctions. Premièrement, un document de référence pour tous les groupes de parrainage, y compris les groupes de 5, les répondants communautaires et les signataires d'entente de parrainage, ainsi que leurs groupes constitutifs correspondants. Et ce document son importance, comme il est un document de référence du IRCC. Et il est finalement un document qui est un outil qui servira à faire en sorte que tous les réfugiés parrainés reçoivent un soutien minimal uniforme. Alors, ce document, il se trouve sur le site web que vous voyez, sur la projection, l'adresse qui est à l'écran, et nous vous enverrons dans un courriel de suivi ce lien où vous allez trouver ces documents. Je vous rappelle que vous pouvez également le télécharger tout de suite à partir de la boîte Handouts du panneau de configuration. Alors donc, pour ceux qui peuvent, disons, le faire, on va passer un petit temps pour voir si l'un ou l'autre veut télécharger ce document. Okay. Comme on va vous l'envoyer dans le chat, on va parler maintenant du point qui concerne les exigences après l'arrivée pour le parrainage privé, ce qui va concerner l'objet, disons, le corps du cours que dans quelques instants, ma collègue Lydia va essayer de vous présenter. Voici donc un petit aperçu ici de la table des matières de ce document, des exigences après l'arrivée pour le parrainage privé, qui a plusieurs objectifs. Il donne des précisions et des éclaircissements à propos des exigences actuelles d'IRCC qui sont décrites dans plusieurs documents différents. Ces documents comprennent, dans le sens des aiguilles d'une montre, et commencent par le coin supérieur gauche. L'entente de parrainage des CEP, un document qui décrit les exigences en matière de résidence des parrains. Je vous rappelle que les parrains doivent tous habiter ou avoir des représentants dans la communauté d'établissement prévue de la personne parrainée. Il y a aussi le guide du programme de parrainage privé des réfugiés qui décrit les objectifs du programme. C'est un document d'IRCC qui décrit les différents services et personnes ressources impliquées dans le programme de parrainage privé des réfugiés. C'est la foire aux questions concernant le soutien financier après l'arrivée. Les guides de demande de parrainage à l'intention des différents types de groupes de parrainage et un document d'IRCC qui décrit les activités d'assurance et de suivi après auprès des groupes de parrainage.
Le nouveau document des exigences regroupe en un seul document les obligations des groupes de parrainage et les attentes d'IRCC à ce sujet, qui étaient décrites dans tous ces documents. Ce nouveau document devrait servir de guichet unique pour toutes les questions qui peuvent survenir, après l'arrivée des personnes parrainées, pour simplifier la tâche des parrains qui n'auront plus qu'un seul document à consulter. Il y a tout de même quelques nouveautés. En particulier, certaines exigences et attentes étaient un peu floues auparavant et n'avaient jamais été consignées par écrit. Et ce document donne des précisions sur ces points. Il comporte également des liens vers les ressources, y compris des outils et des fiches d'information qui sont conçus pour aider les groupes de parrainage. Alors, moi, je voudrais inviter ma collègue Lydia pour passer à la suite pour vous expliquer en détail les points saillants du document sur ces nouvelles exigences sur le parrainage privé des réfugiés après leur arrivée. À vous la parole, Madame Lydia. Alors, oui, comme Léonce l'a dit, je vais parler des points saillants du document. Alors, pour résumer, comme l'a dit Léonce, ce document porte sur les obligations après l'arrivée, comment les mettre en œuvre et à quel moment. Je ne vais pas résumer tout le document parce qu'on serait ici jusqu'à minuit et ça serait extrêmement ennuyant. Alors, je vais plutôt faire une espèce de lecture guidée relativement rapide, du document pour que vous sachiez bien ce qui se trouve dans ce document, pour que vous puissiez l'utiliser, vous sachiez quel genre de renseignements vous pouvez y trouver. Alors, vous verrez que sur les diapositives suivantes, il y aura souvent la mention « nouveauté » en vert. Ça ne veut pas dire que les exigences présentées à ce moment-là sont vraiment nouvelles. Comme l'a dit Léonce, il n'y a pas énormément, IRCC ne vient pas d'inventer de nouvelles exigences, mais c'est plutôt que certaines exigences existait informellement avant, c'est-à-dire que si vous nous posiez la question, on vous dirait, on sait que l'IRCC s'attend à telle chose, mais ça n'était écrit nulle part. Alors que maintenant, ce document des exigences écrit blanc sur noir, noir sur blanc, certaines de ces exigences et des attentes d'IRCC. Je vais aussi en profiter pour vous rappeler certaines obligations importantes. Donc, une petite remarque sur le format des diapositives qui s'en viennent. Du côté droit de l'écran, vous allez toujours voir un extrait sur fond blanc du document des exigences. Les caractères sont très petits, je le sais, c'est illisible. Je ne m'attends pas à ce que vous lisiez le texte du côté droit de l'écran. Ne vous en faites pas. C'est vraiment surtout là pour ajouter une illustration à la diapositive et pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble le document. Mais les points saillants sur lesquels que je vais mettre en évidence vont se trouver du côté gauche de la diapositive sur fond gris. Et les caractères seront plus grands et par conséquent quand même un peu plus lisibles. Alors, la section 2, qui est la première section importante du document, parce que la section 1, c'est juste une introduction, la section 2 porte justement sur ce soutien à l'établissement. Et c'est une nouveauté assez importante parce que auparavant, il n'y avait pas de document de référence sur le soutien à l'établissement. Il y avait la foire aux questions sur le soutien financier après l'arrivée, que Léonce a évoqué, que j'ai évoqué aussi rapidement. Donc ça existait avant. Donc pour le soutien financier, il y avait un document de référence. Pour le soutien à l'établissement, il n'y en avait pas. Maintenant, il y a quand même quelques pages dans ce document
Alors, c'est quand même utile. On est content de voir que les groupes de parrainage auront maintenant un document auquel se référer pour le soutien à l'établissement. Alors, cette section rappelle la durée du soutien à l'établissement en fonction du programme de parrainage. En général, pour le genre de parrainage que vous avez soumis pour les participants dans la salle, je vous rappelle que le soutien à l'établissement dure pendant 12 mois après l'arrivée des personnes parrainées. Et le soutien à l'établissement doit durer jusqu'à la fin de cette année de parrainage, même si les personnes parrainées deviennent financièrement autonomes. Alors, le groupe de parrainage peut cesser le soutien financier. On y reviendra dans quelques minutes, mais le soutien à l'établissement, lui, doit durer jusqu'à la fin de l'année de parrainage, bien sûr en tenant compte des besoins des personnes parrainées à différents moments de l'année de parrainage. Ce document énumère les activités favorisant l'établissement qui sont jugées comme étant essentielles par l'IRCC. Et la caractéristique la plus importante, la plus intéressante, peut-être pas la plus importante, mais la plus intéressante, à mon avis, de cette section du document, c'est qu'IRCC présente des jalons de l'année de parrainage. Donc, il divise l'année de parrainage en plusieurs périodes qui correspondent à différentes périodes ou différents besoins en établissement que pourrait avoir la personne parrainée après son arrivée. Donc, on va regarder un peu ces différentes périodes. Donc, voici sur cette diapo un extrait du document avec la liste des périodes. Alors, la première période, c'est tout au long de la période de parrainage. Il y a certaines activités auxquelles il faut veiller jusqu'à la fin de l'année. La deuxième période, c'est la première vraie période. C'est juste avant l'arrivée de la personne parrainée, une fois que le groupe de parrainage a reçu un message du gouvernement qui indique que la personne parrainée va bientôt arriver. La troisième période, c'est juste à l'arrivée et les 3 premières semaines. Ensuite, il y a les mois 1 à 3, mois 4 à 6, mois 7 à 9 et mois 10 à 12 pour la préparation à la transition à la vie après le parrainage. Alors, on ne va pas regarder ce soir les activités pour chacune de ces périodes. Vous pourrez lire, si ça vous intéresse, lire cette partie du document vous-même. Mais je vais insister sur les 3 premières périodes et sur certaines des activités qu'IRCC recommande à ces périodes, parce que c'est pas toujours évident ou ça sert de rappel assez utile. Alors, voyons un peu quelques-unes des activités proposées par l'IRCC qui doivent être effectuées tout au long de la période de parrainage. Donc, par exemple, il y a le transport des personnes parrainées, mais surtout l'autonomisation des personnes parrainées pour qu'elles puissent se déplacer elles-mêmes. Donc, ça peut vouloir dire conduire les personnes en voiture à leur rendez-vous, mais surtout, ça veut dire leur apprendre comment se servir du réseau de transport en commun pour qu'elles puissent se déplacer de façon autonome. Il y a aussi la question des services d'interprétation. C'est surtout pertinent pour les personnes parrainées qui ne maîtrisent ni le français ni l'anglais, mais vous le savez aussi bien que moi, dans certaines régions du Canada, même pour le français, il faut parfois organiser des services d'interprétation. Alors, ça peut être un membre du groupe de parrainage qui sert d'interprète ou encore un bénévole de la communauté. Pour certains services publics, il y a des services d'interprétation gratuits. Par exemple, dans les hôpitaux, souvent il y en a. Ou parfois, il faut avoir recours à des services payants d'interprétation, mais il y a plusieurs options qui sont en général, donc il y a un petit paragraphe là-dessus dans le document. Il y a également la garde d'enfants. La garde d'enfants, c'est important parce que ça permet aux parents de la famille parrainée de participer à d'autres activités qui vont favoriser leur établissement. Donc, ça leur permet, par exemple, d'assister à des cours de langue ou à des ateliers de recherche d'emploi, de faire du bénévolat, de travailler. Alors, c'est le genre d'activité qui
sert de base à d'autres activités qui viennent s'y rajouter. Et la dernière activité que je voulais mettre en évidence, c'est la mise à jour des coordonnées auprès d'IRCC. Donc, des coordonnées des personnes parrainées, parce que c'est pas quelque chose d'extrêmement évident. La raison pour laquelle le document parle de la mise à jour des coordonnées auprès d'IRCC, c'est pour permettre aux personnes parrainées de recevoir certains documents importants, notamment la carte de résidence permanente qui, comme vous le savez peut-être, sert également de base à d'autres activités. Et très souvent, vous avez peut-être entendu que dernièrement, les nouveaux arrivants doivent attendre très longtemps pour recevoir leur carte de résidence permanente. En partie, les retards s'expliquent parce qu'IRCC n'avait pas les coordonnées exactes de la personne, du nouvel arrivant. Alors, si la personne parrainée déménage, par exemple, elle est dans un logement temporaire à son arrivée, puis elle déménage dans un logement permanent, il faut mettre à jour ses coordonnées auprès d'IRCC pour qu'elle reçoive des documents importants. Et ce qui est intéressant du document, c'est qu'il explique 3 méthodes différentes pour mettre à jour les coordonnées auprès d'IRCC. Alors maintenant, on va voir quelques exemples d'activités qu'IRCC recommande juste avant l'arrivée des personnes parrainées, donc à la réception de la TPA. La TPA, c'est la transmission de préavis d'arrivée. C'est tout simplement le courriel qu'IRCC envoie à toutes les personnes impliquées officiellement dans le parrainage pour dire que la personne parrainée va bientôt pouvoir voyager au Canada. Donc, ça donne la date d'arrivée, l'itinéraire des vols pour le Canada et la destination finale. Normalement, je vous rappelle que normalement, vous devriez recevoir cette TPA de 14 jours à 10 jours avant l'arrivée des personnes parrainées. Dans les faits, ça varie beaucoup. Parfois, les groupes reçoivent la TPA 2 ou 3 mois à l'avance, alors ça leur permet de se préparer. Parfois, ils reçoivent la TPA à la dernière minute, vraiment le jour avant ou 2 jours avant. Je vous souhaite que vous receviez ce message au moins 1 mois avant l'arrivée des personnes parrainées pour que vous puissiez vous préparer sans être trop pressé. Mais une fois que vous recevrez la TPA, vous pouvez commencer à réfléchir à l'accueil à l'aéroport. Qui va se rendre à l'aéroport? Comment est-ce qu'on va conduire les personnes parrainées dans leur logement, qu'ils soient temporaires ou permanents? Quelles sont les activités qui vont entourer l'accueil à l'aéroport? C'est aussi le bon moment pour penser finalement au logement. Et même si c'est un logement qui est temporaire pendant les premières semaines, c'est le bon moment pour s'assurer que le logement est propre, qu'il est sain, donc il n'y a pas de moisissure et qu'il est, surtout si c'est le logement permanent déjà, suffisamment grand pour accueillir toute la famille parrainée. Et IRCC donne quand même quelques conseils très pratiques dans ce document. Notamment, il conseille de faire le plein de nourriture et de produits essentiels comme les médicaments ou les produits hygiéniques juste avant l'arrivée des personnes parrainées pour faciliter leur arrivée. Et maintenant, on va parler rapidement de l'arrivée des 3 premières semaines. Alors, il y a énormément d'activités à accomplir dans les premières semaines. On va seulement en voir quelques-unes, mais le document en cite plusieurs autres. Alors, une de vos tâches principales en tant que groupe de parrainage dans les premières semaines sera de fournir plein d'orientations sur différents sujets. Donc, juste à titre de rappel, il faudra vous assurer que les personnes parrainées comprennent bien comment utiliser certaines choses dans leur logement. Par exemple, si c'est pertinent, s'assurer qu'elles comprennent comment fonctionnent les robinets ou comment fonctionnent les appareils ménagers ou comment fonctionnent les alarmes d'incendie. Au cas où, on espère qu'il n'y aura pas d'incident grave, mais ça peut arriver, donc mieux vaut prévenir que guérir. Il faudrait aussi expliquer aux personnes parrainées comment communiquer avec les services d'urgence
en cas de besoin. Encore une fois, on espère que ça sera pas, en général, ça ne sera pas nécessaire, mais au cas où. Il faut aussi orienter les personnes parrainées au commerce et autres institutions importantes dans le quartier, en particulier pour qu'elles puissent se procurer les autres produits essentiels dont elles auront besoin. Donc, une fois que les épiceries que vous aurez faites avant leur arrivée seront terminées, il faudra que les personnes parrainées sachent où elles peuvent aller elles-mêmes faire leur épicerie. Si les personnes arrivent en hiver, il faut s'assurer qu'elles ont suffisamment de vêtements d'hiver. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez préparer avant leur arrivée pour simplifier l'arrivée et les premières démarches nécessaires. Et il faudra aussi leur expliquer comment s'habiller en fonction des conditions météorologiques. Donc je sais que tout ça, c'est un rappel pour vous, c'est pas vraiment nouveau. Mais une autre orientation importante et un peu moins évidente, c'est qu'il faut expliquer le rôle du groupe de parrainage dans la vie des personnes parrainées. Alors, expliquer qui fait officiellement partie du groupe de parrainage, qu'est-ce que ça signifie être parrain de personnes qui sont adultes, et aussi si vous vous êtes répartis différentes tâches dans le groupe de parrainage. Disons qu'il y a une personne qui s'occupe des questions reliées à la nourriture et une autre personne qui s'occupe de la connexion à Internet et téléphone. Vous devez expliquer ça aux personnes parrainées et expliquer quand est-ce qu'elles devraient se mettre en contact avec vous et leur donner vos coordonnées, etc. Dans les premières semaines, il faudrait aussi commencer les démarches pour soumettre des demandes pour certains services et documents gouvernementaux importants, dont la carte santé, le numéro d'assurance sociale et l'allocation canadienne pour enfants pour les familles qui ont des enfants de moins de 18 ans. Et si la famille arrive pendant l'année scolaire, il faudra inscrire les enfants à l'école dès que possible. Mais il y a une étape qui précède l'inscription à l'école, c'est qu'il faut vérifier que les enfants ont bien tous leurs vaccins pour qu'ils puissent s'inscrire à l'école ou aller à la garderie. Et une dernière tâche à faire dans les premières semaines que vous connaissez sans doute assez bien, c'est qu'il faut aider la personne parrainée à ouvrir un compte bancaire, au besoin lui expliquer comment utiliser le guichet bancaire, le guichet automatique, mais aussi lui expliquer à quel service bancaire elle a droit en raison de ce compte bancaire. Alors voilà pour la section 2.2, c'est tout ce que j'allais dire à ce sujet. Mais pour vous permettre de souffler un peu, je vais vous poser une petite question. Ça n'est pas une colle. Je vais le faire sous forme de sondage cette fois-ci. Alors la question c'est, il arrive qu'IRCC demande des preuves que le groupe de parrainage fournit du soutien aux personnes parrainées. Vrai ou faux? Je vais lancer le sondage pour que ça soit bien anonyme. Alors, voilà. Je n'ai pas. Alors, vous devriez normalement voir le sondage à l'écran. Je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé à répondre. Alors, même si vous n'êtes pas sûr de la réponse, ça n'est pas grave. Le sondage est anonyme. Alors, je vous encourage à répondre, peu importe. Et on discutera de la réponse juste après. Alors, merci à ceux qui ont déjà répondu. Je vais encore donner 20 secondes pour donner la chance à presque tout le monde de répondre. 10 secondes. Et je vais maintenant fermer le sondage. Merci beaucoup d'avoir participé, de vous être prêté au jeu. Je vais partager les résultats. Normalement, vous devriez pouvoir voir les résultats à l'écran. Donc, 67% d'entre vous avaient répondu vrai et 33% faux. Alors, je suis contente qu'il y ait quand même eu une certaine distribution des réponses. Alors, c'est effectivement vrai et c'est important de le savoir.
C'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. C'est une des choses principales à retenir de la séance, c'est que oui, il arrive parfois qu'IRCC demande des preuves du soutien. Ça n'arrive pas de façon systématique, donc il se peut qu'on ne vous demande jamais de preuves, mais ça arrive parfois. Alors, il faut être prêt à fournir des preuves du soutien. On va en parler davantage dans le reste de la séance. Et d'ailleurs, le document des exigences vous explique pourquoi IRCC fait ça et quel genre de document vous pouvez soumettre comme preuve. Mais retenez qu'il est possible qu'IRCC vous demande des preuves du soutien que vous avez versé. Alors, je vais maintenant passer à la prochaine section du document, la section 3, qui porte sur le soutien financier. Et vous ne serez pas du tout étonné de savoir que c'est la section la plus longue du document et ça sera aussi la section la plus longue de la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avance de votre patience. Alors, ce document reprend largement les renseignements qui se trouvaient déjà dans la foire aux questions concernant le soutien financier pour ceux qui connaissent ce document-là, mais c'est organisé un peu de façon différente et il y a quand même certaines nouveautés assez importantes. Alors, le début de cette section nous rappelle qu'il y a deux types de soutien financier. Le premier, c'est les coûts de démarrage, c'est-à-dire les coûts d'installation d'une famille dans son nouveau logement, dans la communauté d'établissement. Et il y a aussi les coûts mensuels qui, comme le nom l'indique, servent à défrayer les dépenses récurrentes qui se font tous les mois, comme le loyer, la nourriture fraîche, la connexion Internet et au téléphone et la passe autobus. Ce qui est nouveau dans ce document, c'est que pour la première fois, IRCC indique à quel moment il faut verser ces différents types de soutien financier. Et c'est particulièrement important pour les coûts de démarrage. Donc, on se doute bien qu'il faut les verser au début, juste peu de temps après l'arrivée des personnes parrainées. Et IRCC confirme qu'il faut les verser à un moment donné entre le jour de l'arrivée des personnes parrainées et le dernier jour du deuxième mois après l'arrivée des personnes parrainées. Et pour les coûts mensuels, il faut faire ces paiements-là de façon mensuelle, ce qui vous semble sans doute très évident, mais la raison pour laquelle c'est important d'en parler, c'est parce que vous vous êtes peut-être posé la question, est-ce que je dois donner tout l'argent qu'on a ramassé pour les personnes parrainées en un seul paiement, en une seule fois, peu de temps après leur arrivée? Je sais que certains d'entre vous nous avez posé cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait pour payer les personnes parrainées? C'est une bonne question et IRCC en parle dans ce document. Alors, IRCC appelle ces paiements en une seule fois des paiements forfaitaires. Et il le dit de façon explicite dans ce document, il déconseille les paiements forfaitaires. Mais le document reconnaît quand même que des fois, les parrains n'ont pas le choix, ils peuvent pas faire des paiements mensuels. Et dans ce cas-là, ce que le document recommande, c'est de faire des paiements tous les 3 mois. Au lieu de faire ça de façon mensuelle, plutôt tous les 3 mois, et d'expliquer clairement à la personne parrainée quand est-ce qu'elle recevra son soutien financier, que ça sera tous les 3 mois, à telle date, et si possible, étant donné qu'IRCC vous demandera peut-être de fournir des preuves, comme on le sait tous maintenant, c'est bien de consigner cette décision par écrit pour prouver que le groupe de parrainage et la personne parrainée comprennent et sont d'accord pour établir un tel échéancier des paiements. Et une autre nouveauté de ce document, c'est qu'il explique les méthodes pour fournir le soutien financier. Encore une fois, ça n'est rien de nouveau. Vous connaissez tout ça, mais ça n'était écrit nulle part avant dans la documentation d'IRCC. IRCC recommande d'utiliser des méthodes traçables
pour faire les paiements aux personnes parrainées, c'est-à-dire que c'est des méthodes qui vous permettent de garder des preuves du soutien financier que vous avez donné, donc des virements électroniques, des chèques. Comme ça, si on vous demande des preuves, vous pouvez dire, ben voilà, on a fait ce paiement-là tous les mois, voilà la preuve. Et le document déconseille les paiements en espèces parce qu'il est très difficile d'avoir des preuves du fait que vous avez payé en espèces. Alors, on sait que c'est plus pratique souvent de donner aux personnes parrainées du cash chaque mois, mais si vous le faites, assurez-vous de tenir des dossiers. Donc, émettez un petit reçu pour dire le premier du mois, j'ai payé tel montant à la personne parrainée, ou vous pouvez aussi soumettre des copies de vos relevés bancaires avec un retrait qui correspond au montant que vous avez payé. Tout ça, tout simplement, c'est pour fournir des preuves. La sous-section 3.2 du document donne des renseignements détaillés sur le calcul du soutien financier et je vais donc en profiter pour faire un petit rappel par rapport au montant de soutien financier. Alors, au moment de présenter votre demande de parrainage, vous vous êtes servi vraisemblablement, surtout si vous êtes un groupe de 5 ou un répondant communautaire, ou à l'avenir un CEP qui fait partie du plan C de gestion des risques, vous avez consulté le tableau des coûts de parrainage. Vous vous en souvenez probablement de ce tableau qui indique le montant minimal dont doit disposer un groupe de parrainage en fonction de la taille de la famille. Par contre, les montants dans ce tableau ne servent qu'à l'évaluation de la demande. Ils ne correspondent pas au montant réel que vous devez verser après l'arrivée des personnes parrainées. Le montant réel que vous devez verser après l'arrivée est basé sur les taux du programme d'aide à la réinstallation ou les taux du PAR. Le PAR, c'est le soutien qui est donné aux réfugiés pris en charge par le gouvernement, ce qui signifie donc que qu'IRCC s'attend à ce que tous les réfugiés réinstallés au Canada, qu'ils aient été parrainés par un groupe du secteur privé ou par le gouvernement, reçoivent une certaine norme minimale de soutien financier. Les chiffres, les montants dans le tableau des coûts de parrainage représentent une norme nationale, une moyenne nationale, pardon, donc c'est une moyenne, alors que les taux du PAR varient d'une communauté à l'autre en fonction du coût de la vie. Alors, les tableaux du coût de parrainage, c'est pour l'évaluation de la demande. Après l'arrivée, c'est les taux du programme d'aide à la réinstallation. Vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi ces taux du PAR? Où est-ce que je peux les trouver? Ils se trouvent sur notre site web. Léon va peut-être mettre le lien dans le chat, sinon on va le partager plus tard. Le lien se trouve également dans le document lui-même. Vous verrez qu'il y a un hyperlien et vous n'êtes pas obligé de faire le calcul à la main non plus. On a un calculateur, un outil calculateur sur notre site web qui est programmé en fonction des taux du PAR, qui vous permet de calculer le montant de soutien financier après l'arrivée. On a d'ailleurs on a fait un webinaire là-dessus il y a quelques années qui est enregistré. Alors, vous pourrez apprendre comment vous en servir. Plusieurs d'entre vous, je sais, vous l'avez déjà utilisé. Je pense que vous avez trouvé ça relativement convivial. Donc, voilà un premier petit rappel. Et il y a aussi un rappel dans cette section par rapport au soutien en nature, c'est-à-dire les dons en nature. Comme vous le savez, au moment de préparer votre demande, vous avez le droit de tenir compte des objets que vous allez donner aux personnes parrainées. Ça vous permet de réduire le montant d'argent en espèces, en liquide que vous devez, dont vous devez disposer pour soutenir les personnes financièrement. C'est toujours le cas après l'arrivée. Vous pouvez toujours tenir compte des dons que vous faites, mais sachez que vous devez toujours prévoir un certain montant
que vous allez donner sous forme de paiement direct. C'est particulièrement frappant dans le cas des coûts de démarrage parce qu'on a tendance à tout vouloir donner sous forme d'objets, les meubles, les denrées alimentaires de base, les rideaux, les balais. Et c'est très bien d'offrir des objets en don ou d'acheter des articles neufs pour les personnes parrainées, mais sachez que vous devez toujours quand même leur donner un certain montant en argent pour leur permettre de faire leur propre choix et de commencer à établir un budget. Et c'est le même principe pour les coûts mensuels. J'ai encore quelques remarques à faire sur la section du soutien financier dans le document. Le document donc, comporte certaines nouveautés, mais aussi des rappels qui sont quand même utiles. Alors, le document vous rappelle que vous avez le droit, en tant que groupe de parrainage, de faire certaines réductions en fonction de la situation, de la situation financière des personnes parrainées, notamment si la famille parrainée apporte avec elle des biens personnels, c'est-à-dire une somme d'argent assez importante, ça pourrait permettre au groupe de parrainage de réduire le soutien financier. Bien sûr, ça n'arrive pas très souvent que les réfugiés apportent avec eux des sommes d'argent importantes, mais ça arrive de temps en temps. Je vais résumer ça parce que les détails dépendent de la configuration familiale, mais il y a un certain seuil d'exemption qui représente le montant d'argent que les réfugiés peuvent apporter sans que ça ait une influence sur le soutien financier donné par le groupe de parrainage. Au-delà de ce seuil, qui encore une fois dépend de la taille de la famille et de la configuration familiale, les personnes parrainées peuvent se servir de cet argent excédentaire pour rembourser leurs prêts d'immigration pour leur vol au Canada. On va reparler du prêt d'immigration dans quelques minutes. Et si, même après avoir remboursé leurs prêts d'immigration, il leur reste encore de l'argent, à ce moment-là, le groupe de parrainage a la possibilité de réduire le soutien financier. Tous les détails se trouvent dans le document. Vous vous doutez bien que ça n'arrive pas très souvent, ce genre de scénario. On va donc parler très rapidement d'un scénario qui est bien plus fréquent et que vous connaissez sans doute tous assez bien. C'est le cas du revenu gagné, c'est-à-dire lorsque la personne parrainée commence à travailler pendant l'année de parrainage et a un revenu d'emploi. Ça peut vous permettre de réduire le soutien financier. Juste à titre de rappel, si la personne parrainée gagne un revenu qui dépasse les 50% du soutien qui serait normalement versé par le groupe de parrainage, le groupe de parrainage a le droit de réduire le soutien financier. Si la personne parrainée gagne un revenu d'emploi qui dépasse les 150% du revenu qui serait normalement versé par le groupe de parrainage, dans ce cas-là, la personne est considérée comme étant financièrement autonome et le groupe de parrainage a le droit de cesser le soutien financier entièrement. Il n'est pas obligé, mais il a le droit de le faire. Encore une fois, puisqu'on risque de vous demander des preuves du soutien, si la personne parrainée gagne un revenu suffisant pour réduire ou cesser le soutien financier, documentez bien votre décision et tous vos calculs et trouvez une façon de démontrer que la personne parrainée a bien compris et qu'elle était au courant. Par contre, il y a une autre source de revenus possible des personnes parrainées qui ne permet pas de faire de réduction, c'est si la famille parrainée reçoit l'allocation canadienne pour enfants. Donc, c'est une allocation, comme plusieurs d'entre vous le savez sans doute, à laquelle peuvent toucher les familles qui ont des enfants de moins de 18 ans. Les personnes qui arrivent en tant que réfugiés parrainés ont aussi droit à cette allocation dès leur arrivée, mais cette allocation s'ajoute au soutien financier que donne le groupe de parrainage. Et le groupe de parrainage n'a pas le droit de réduire le soutien financier si la famille parrainée reçoit l'allocation canadienne pour enfants. Donc, l'allocation canadienne pour enfants n'a aucune influence sur le soutien versé par le groupe de parrainage.
Deux petits rappels dans cette section. Le premier concerne les prêts aux immigrants. Donc, ça concerne une question que vous vous êtes encore une fois peut-être posée ou que vous nous avez posée, à savoir, est-ce que les personnes parrainées... non, je recommence. Qui est responsable du billet d'avion de la personne parrainée pour voyager au Canada? La réponse est un peu étonnante, c'est qu'on s'attend à ce que la personne parrainée paie son billet d'avion. Je pense que bien sûr, vous doutez bien qu'il y a très peu de réfugiés qui sont en mesure de payer leur billet d'avion au Canada. Alors, le gouvernement du Canada offre des prêts aux personnes parrainées pour qu'elles puissent payer leur billet d'avion et elles doivent commencer à rembourser ce prêt 13 mois après leur arrivée au Canada. Sachez tout simplement que le groupe de parrainage n'est pas responsable du prêt, ni du remboursement, ni du paiement direct des billets d'avion. Vous avez le droit d'aider la personne parrainée à rembourser son prêt, si vous le souhaitez, mais c'est à titre de cadeau. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, vous serez quand même, vous vous conformerez quand même aux exigences d'IRCC en ce qui concerne vos obligations. Et le dernier petit rappel, c'est une chose que vous avez entendue probablement dès le début, si vous avez déjà assisté à nos séances de formation ou si vous nous avez demandé de vérifier vos dossiers de demande. Vous savez que le groupe de parrainage n'a pas le droit d'accepter des fonds provenant des nouveaux arrivants réfugiés, ni avant leur arrivée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander aux personnes parrainées de vous payer pour le parrainage, ni après leur arrivée. Donc, vous n'avez pas le droit de leur demander de rembourser le soutien financier que vous devez leur verser conformément aux exigences d'IRCC. C'est un petit rappel, c'est quand même un rappel important. Et je vais terminer cette section sur le soutien financier par quelques remarques sur la sous-section 3.3 qui aborde des changements à la situation de la personne parrainée qui pourraient influer sur le soutien financier. Donc ça reprend vraiment la foire aux questions concernant le soutien financier après l'arrivée, mais c'est organisé d'une façon assez différente. Alors, cette section explique les attentes d'IRCC dans différents scénarios qui peuvent survenir après l'arrivée des personnes parrainées. Donc, par exemple, que faire si les personnes parrainées, dans un premier temps, habitent chez un membre du groupe de parrainage, puis elles déménagent pour aller vivre dans leur propre logement dans la même communauté. Donc, au départ, c'est une situation de logement donné et partagé, mais ensuite, le logement est indépendant. Que faire? À quoi s'attend IRCC dans ces situations-là? La réponse se trouve dans le document. Que faire en cas de séparation ou de divorce dans la famille parrainée? Est-ce que vous êtes toujours responsable des deux ménages? La réponse brève, c'est non, mais vous pourrez lire tous les détails dans le document. Que faire si la personne parrainée est hospitalisée pendant l'année de parrainage ou incarcérée, ce qui n'arrive pas très souvent, mais vous savez où vous pouvez trouver la réponse. Comment calculer le soutien financier des membres de la famille qui arrivent après le demandeur principal dans le cadre du délai prescrit d'1 an? Et finalement, que faire si les personnes parrainées déménagent dans une autre communauté, dans une communauté autre que celle où habite le groupe de parrainage? Et puisque c'est un sujet très important, toute la section 4 du document est consacrée à ce sujet. Donc, la migration secondaire, c'est cette situation où la personne parrainée quitte la communauté où habite le groupe de parrainage et le choix d'une destination par le réfugié, c'est le scénario où la personne parrainée ne se rend même pas dans la communauté où habite le groupe de parrainage. Donc, avant d'y arriver, elle décide d'aller ailleurs, de s'installer ailleurs. Donc, par exemple, si le groupe de parrainage habite, disons, à Lorette, au Manitoba, la personne parrainée, elle arrive au Canada à l'aéroport Pearson et normalement, après les démarches d'immigration à Pearson, elle devrait, à Toronto, elle devrait
se prendre un autre vol pour le Manitoba, mais le choix d'une destination par le réfugié, c'est la situation où la personne parrainée se dit « Ah ben Toronto, je connais ça, j'en ai entendu parler, c'est une grosse ville, je connais vaguement quelqu'un qui habite ici, je pense que je vais rester, je ne prendrai pas mon vol pour le Manitoba. » On appelle aussi ça l'autodestination. Et même dans ce cas-là, même si la personne n'est jamais arrivée dans la communauté où habite le groupe de parrainage a quand même toujours des responsabilités envers cette personne-là. Alors, vous semblez quand même assez bien comprendre le fait qu'il y a des exigences par rapport à la résidence des membres du groupe de parrainage. Si ce n'est pas très clair, vous pouvez consulter le document. Le document explique aussi les différentes options qui s'offrent à vous dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont vos obligations envers les personnes parrainées? Donc, en gros, vous devez faire tous les efforts possibles pour trouver un groupe remplaçant ou des représentants. Vous devez toujours fournir du soutien financier jusqu'à ce que vous trouviez un groupe de remplaçants ou de représentants. Si vous ne réussissez pas à trouver un groupe de représentants ou de remplaçants, IRCC peut déclarer une rupture officielle du parrainage, mais vous devez quand même continuer à fournir du soutien jusqu'à ce que cette rupture soit déclarée. Et le document explique bien que vous devriez vous mettre en contact avec IRCC dès le début. Dès que la personne parrainée commence à parler d'un déménagement dans une autre communauté, vous pouvez appeler un service particulier d'IRCC pour obtenir des conseils. Et le document explique également les démarches d'IRCC pour déclarer une rupture du parrainage dans ce genre de situation. Alors, très rapidement, je vais vous parler de la dernière section du document. C'est aussi la dernière section de la présentation. Ça résume un peu toutes les exigences. Ça justifie l'existence du document et de cette séance. Ça parle donc du suivi et de l'assurance après l'arrivée. Donc, l'assurance de programme, c'est pour s'assurer qu'un programme est mis en œuvre conformément aux exigences et aux règles et à ses objectifs. Donc, l'assurance de programme pour le parrainage privé des réfugiés, c'est pour s'assurer que les personnes parrainées reçoivent le soutien de la part des personnes du groupe de parrainage qu'elles devraient recevoir, auxquelles elles ont droit conformément aux exigences d'IRCC, telles que décrites dans plusieurs documents, dont les guides, mais aussi ce document des exigences. En bref, c'est pour vous rappeler que IRCC pourrait vous demander des preuves. Encore une fois, ça n'est pas systématique, mais ça pourrait arriver et vous devez être préparé à fournir des documents qui prouvent que vous avez fourni le soutien financier et non financier. Donc, ce document des exigences regroupe des renseignements qui se trouvaient éparpillés dans plusieurs documents différents. Donc, vous pouvez commencer par la lecture de ce document, de la section 7. Il y a des liens vers d'autres documents qui vont vous aider. Ce document justifie également pourquoi IRCC mène ce genre d'activité et il rappelle au groupe de parrainage qu'il vous revient à vous de prouver que vous avez fourni le soutien exigé. IRCC ne demandera pas aux personnes parrainées de démontrer qu'elles ont reçu du soutien. Alors, c'est vous qui devez prouver que vous avez fourni le soutien. Et le document comporte aussi des exemples de documents que vous pouvez soumettre à IRCC pour prouver que vous vous êtes acquitté de vos responsabilités envers les personnes parrainées. Alors voilà le survol relativement rapide de ce document qu'on voulait vous donner. Rappelez-vous surtout qu'on pourrait vous demander des preuves. Alors il est utile de savoir ce qui se trouve dans ce document et de bien comprendre les exigences d'IRCC. Je vais donc vous donner la parole pour poser des questions sur ce document ou sur autre chose. Juste avant, par contre, je vais vous rappeler que si on ne répond pas à vos questions aujourd'hui ou si dans quelques semaines, vous lisez le document des exigences et il y a des points que vous ne comprenez pas,
n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez nous appeler à notre ligne d'aide qui se trouve à l'écran ou encore vous pouvez aller sur notre site web pour trouver nos coordonnées. Léonce et moi, on mettra également nos coordonnées, nos adresses de courriel dans le chat avant la fin de la séance pour que vous puissiez communiquer avec nous. La majorité d'entre vous, vous nous connaissez déjà, mais pour les nouveaux, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vais aussi cesser de partager mon écran pour que je puisse mieux voir tout ce qui se passe.